Je vous souhaite la bienvenue donc, pour cet atelier Transition ESSEC Alumni, 1 heure pour comprendre le bilan carbone. Je remercie et passe la main à Alain Risbourg qui va prendre la main. Un grand merci. Donc Alain Risbourg qui est un ESSEC, membre du club ETA et qui est un alumni Exep MBA promo 2000. Voilà. Merci beaucoup Alain. Merci Sounia pour cette intro. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes 54 ou 55. Sounia, je te laisse introduire, admettre plutôt les derniers arrivants. Voilà. Donc, bon, la première édition de cet atelier a été faite en 2 temps, 2 fois 1 heure. Voilà, j'ai synthétisé un certain nombre de choses que j'ai quand même gardées, que je survolerai et sur lesquelles vous pourrez revenir donc en recevant les supports. Et puis donc, en effet, l'idée, c'est de garder du temps pour des questions-réponses. Et si par hasard vous avez des questions-réponses, passez-les donc au fur et à mesure dans le chat. Et si par hasard on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de répondre à tout, je vais répondre dans un deuxième temps. Je partage mon écran et est-ce que je vais m'appuyer sur quelques transparents? Alors, je passe en plein écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Bon, ouais. Très bien, oui. super. Alors, voilà, juste pour me présenter, donc en effet, je suis exec MBA 2000. J'ai fait 25 ans dans le monde du numérique et du logiciel et j'ai fondé il y a maintenant 3 ans un cabinet conseil en transition écologique. Donc, on a plusieurs activités, notamment de la comptabilité carbone, disons ça comme ça. Enfin, quand je mets comptabilité carbone, c'est vraiment la décarbonation des activités de nos clients. On ne fait pas de la comptabilité pour s'amuser à mesurer, on fait de la comptabilité pour réduire des émissions. Puis on fait également de la CV ou de l'éco-conception ou de la RSE, qui n'est pas l'objectif aujourd'hui de notre échange. Et puis je suis l'auteur d'un MOOC. Je vous invite, si ces sujets de transition vous intéressent, c'est un MOOC qui est intitulé Engagez-vous dans la transition écologique et qui se trouve sur Open Classroom. Il y a le lien dans les supports. Alors, voilà, notre agenda, bah, je vais revenir dessus dans le détail, hein. On va repartir des fondamentaux climat, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous avez certainement participé peut-être déjà à des fresques du climat et autres. On reviendra sur le bilan carbone, cadre réglementaire, un petit quiz. Et puis, voilà, on finira avec sur des aspects de communication à dire ou à ne pas dire dans sa transition bas carbone. Et puis, je vous garde un bonus pour la route à la fin de mon intervention. Voilà, donc on commence par les fondamentaux. C'est indéniable aujourd'hui, les scientifiques le disent, les scientifiques du GIEC, donc qui en font la synthèse de l'ensemble des travaux publiés, travaux scientifiques, je dis bien, publiés sur le sujet du climat, donc affirment de manière non équivoque les activités humaines, principalement par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ont sans équivoque provoqué le réchauffement de la planète, la température à la surface du globe atteignant en 2011-2020 plus 1 degré, 1,1, au-dessus de l'ère pré-industrielle. Donc voilà, il y a plus de questions sur les origines du dérèglement climatique que l'on vit aujourd'hui tous les jours. Alors, voilà, l'effet de serre, en 2 mots, il y a un effet de serre naturel, c'est ce qui est à la gauche de ce support. Sans effet de serre naturel, la vie ne se serait pas développée sur Terre. La température sur la planète serait à moins 18 degrés. Et elle était tout au moins à l'ère pré-industrielle de plus 15 degrés. Et donc, voilà, on n'est pas une planète glacée, mais on est une planète dans laquelle la vie a pu se développer. Et nos activités humaines ont augmenté cet effet de serre naturel qui fonctionne un peu comme une couette. Donc, en conservant dans l'atmosphère plus de rayonnement et donc plus d'énergie émise par le Soleil, ce qui contribue donc à augmenter la température comme si on rajoutait des couches à une couette et donc qui contribue à ce réchauffement climatique. Ces gaz à effet de serre, ils sont de 5 types, enfin disons de 4 types en simplifiant. Le gaz carbonique qui représente les 2 tiers à peu près donc, de ces gaz à effet de serre émis, c'est la conséquence de la combustion des énergies fossiles, hein, pétrole, gaz, charbon. Le méthane, principalement émis par l'élevage et les rizières, disons en simplifiant, donc c'est l'agriculture. Quand je dis l'élevage, ce sont les ruminants qui ont une digestion en 2 étapes. Une étape de rumination donc où ils mâchent le fourrage, mais donc ça fermente et ça émet du méthane.
Et après, ça permet au fourrage d'être digéré par le système digestif du ruminant en question. Le protoxyde d'azote, c'est principalement les engrais azotés. Et puis les gaz fluorés qu'on retrouve notamment dans l'industrie ou bien dans les climats. Tous ces gaz ont des pouvoirs de réchauffement différents, ce qu'ils appellent PRG, la source transparent. Donc on rapporte tout au pouvoir de réchauffement du CO2. Mais par exemple, le méthane est 21 fois, pardon, plus réchauffant. Et ils ont également des durées de vie dans l'atmosphère qui varient. Dans le cas du gaz carbonique, c'est autour d'une centaine d'années. Le méthane, lui, par contre, a une durée de vie dans l'atmosphère bien plus faible. Mais voilà, le fait qu'il y ait une durée de vie dans l'atmosphère fait qu'il y a une inertie. Si on arrêtait aujourd'hui, du jour au lendemain, d'émettre des gaz à effet de serre, le climat continuerait de se réchauffer encore pendant quelques années, le temps que les gaz dans l'atmosphère disparaissent. Bon, j'arrive pas à avancer mon slide, voilà. Les conséquences, on les observe tous les jours, hein. Déjà, augmentation de la température, ça c'est l'augmentation en France métropolitaine. On voit bien donc depuis 1980, alors ça commence à 1900, hein, mais 1980, voilà, il y a un effet non négligeable en termes de hausse de la température. Et les effets climatiques extrêmes, on les voit malheureusement tous les jours à la télévision, on les subit également en France, hein. La sécheresse, des inondations, des canicules, l'érosion des côtes, la submersion, qui est encore assez limitée, mais qui va s'amplifier. Donc voilà, des tornades, il y a eu le cas il n'y a pas longtemps en Libye, hein, on parle de Medicane, donc c'est la contraction de Méditerranée et de Hurricane, donc des ouragans de Méditerranée. Voilà, donc on voit ça tous les jours et ça ne va malheureusement que continuer. Ça, c'était les événements de l'année 2022, je crois, sur cette carte. Donc voilà, il y a urgence à agir parce que ça va continuer. Les prévisions aujourd'hui du GIEC sont, dans le meilleur des cas, si on arrive à respecter nos engagements pris à l'accord de Paris en 2015, eh bien, on limitera à 2 degrés maximum. Mais malheureusement, on n'est pas sur la bonne tendance. Le scénario médian aujourd'hui, c'est qu'en 2100, il fasse plus 3 degrés et que si on continue d'accélérer comme on le fait maintenant depuis notamment la grande accélération, disons les années 50, on sera plutôt sur un plus 5 degrés en 2100. Et ça, ce sont des températures au niveau mondial. Donc voilà, que faire? L'accord de Paris a dit, enfin les gouvernants présents à l'accord de Paris ont dit qu'il faut limiter l'augmentation de la température à maximum 2 degrés, plus 2 degrés, avec un objectif à plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et donc pour ça, ça veut dire d'atteindre, je suis désolé, je vais un peu vite, mais je pense que c'est des éléments que vous connaissez, donc c'est juste un rappel, donc d'atteindre la neutralité carbone au niveau planétaire, donc les émissions résiduelles de gaz à effet de serre en 2050 soient absorbées par les puits de carbone, que ces puits de carbone soient naturels, sol, forêt, océan, ou bien technologiques. Mais il ne faut pas trop compter sur les technologiques. Là, vous avez le Parlement européen qui continue. À ce jour, aucun puits de carbone artificiel technologique ne peut éliminer le carbone de l'atmosphère à une échelle suffisante pour lutter contre le réchauffement de la planète. Donc voilà, il ne faut pas compter dessus. Le principal puits de carbone artificiel, c'est ce qu'on dit capture et stockage du carbone, hein, CCUS. Mais voilà, les ordres de grandeur sont pas à la hauteur, et même avec, bien entendu, l'innovation technologique que l'on peut espérer dans les prochaines années. Voilà, il y a un tel écart entre ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce dont on aurait besoin en 2050 pour atteindre la neutralité carbone qu'on ne peut pas compter dessus. Donc, seul moyen, c'est à partir du moment où on va dire que les puits de carbone naturels sont stables, eh ben, il faut réduire drastiquement nos émissions. Alors, de combien réduire nos émissions? Donc, accord de Paris, la France a pris des engagements. Ces engagements, ils apparaissent dans la stratégie nationale bas carbone, hein. C'est la feuille de route dont la France s'est dotée. Donc, vous voyez là, les émissions en 1990 et en 2015. L'objectif pour 2030, donc c'est dans 7 ans, c'est une réduction de 40% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. C'est donc une réduction de 25%, donc d'un quart par rapport à 2020. Et ça,
Comment on va les atteindre? C'est 20% de consommation d'énergie en moins par rapport à 2012. Donc, c'est une sobriété énergétique bien plus importante que celle qu'on a connue l'année dernière avec la guerre en Ukraine et qui continue d'ailleurs. Et c'est un mix énergétique de 33% de renouvelables. Pour information, le gouvernement, depuis la réélection de Macron, a mis en place une planification écologique. Il a annoncé les premiers. Alors, le constat fait par le secrétariat général à la planification écologique est disponible. Vous pouvez rechercher France Nation Verte. Et donc, ça conduit à décliner cette SNBC de manière très opérationnelle en des actions qui ont été présentées pas plus tard qu'avant-hier par Elisabeth Borne de mémoire. Et les objectifs pour 2050, voilà, c'est une division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et donc, une consommation d'énergie de moins 50% par rapport à 2012. Donc, la marche est haute. Il faut bien en avoir conscience et en avoir conscience. Et ce n'est pas en continuant comme aujourd'hui qu'on y arrivera. Et sinon, le climat continuera de dériver comme on le voit là. Et donc, voilà, 2050, l'idée, c'est que la France contribue à la neutralité carbone planétaire, donc que les émissions résiduelles de gaz à effet de serre soient absorbées par les puits de carbone naturels, donc forêts et océans. Cette stratégie nationale bas carbone est déclinée par grands secteurs. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais vous le trouverez il y a le lien là, sur France Nation Verte. C'est donc un travail qui a été fait par le secrétariat général à la planification écologique. Euh, 2030, si on se projette un peu, on a vu l'offre, les émissions territoriales. Si on se projette un peu du côté consommateur, du côté de la demande, qu'est-ce que ça veut dire qu'une société a 5 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant, sachant qu'aujourd'hui en France, on émet 10 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant, eh bien, c'est voilà, un certain nombre de kilos émis par jour. Et en pratique, 5 tonnes par an, c'est un repas, un bœuf et 4 poulets par semaine, le reste en végétarien. C'est un véhicule amorti thermique où on fait 20 km aller-retour par jour, ou bien un véhicule électrique. C'est un habitat qui soit en isolation catégorie D et avec 30 mètres carrés par personne. Et ça n'intègre pas le voyage aller-retour à Punta Cana pour y passer une semaine. Donc voilà, il faut être un peu conscient. C'est quelque chose de tout à fait possible à atteindre et à réaliser. Les changements de nos modes de vie ne sont pas énormes. Pour savoir ce que ça peut représenter, je vous invite, Sonia en reparlera, mais je vous invite à participer à un des ateliers d'automne qui sont organisés très périodiquement par l'association. Voilà, il faut bien être conscient que entreprises et consommateurs, offre et demande, c'est les clients des uns font les ventes des autres. Donc, c'est la raison pour laquelle, si l'entreprise ne décarbone pas, pour un certain nombre de raisons, sous la pression de ses investisseurs, à cause de la taxe carbone, du prix des énergies fossiles ou autres, eh bien, l'entreprise devra prendre en compte une évolution de la consommation. J'en ai donné un petit aperçu il y a un instant. Et cette évolution de la consommation, elle pourrait évoluer de manière drastique, alors non seulement avec des taxes carbone et avec des étiquettes carbone, mais voire même avec des quotas carbone. Donc, si on dit qu'en 2050, le Français a un quota carbone de quoi dépenser maximum 2 tonnes de CO2 équivalent par an, eh bien, ça aura un impact non négligeable sur les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et il vaut mieux anticiper plutôt que de subir demain. Alors, le bilan carbone qui est le cœur, voilà, c'est un double objectif, mesurer l'empreinte et associé à cette empreinte, c'est un plan de réduction. Voilà, l'objectif, c'est de réduire nos émissions. Mesurer pour comparer, ça n'a à peu de choses près aucun intérêt. Mesurer, ça permet de savoir où sont nos grands domaines d'émissions et donc d'agir sur ceux-ci. Et les bénéfices, voilà, ils sont doubles, disons, pour une organisation donnée, pour une entreprise. Le premier, c'est de répondre à l'urgence climatique, voilà, de faire sa part. Et le deuxième, c'est surtout pour les entreprises de devenir résilientes et d'avoir une pérennité dans un monde post-carbone. Quand je dis devenir résiliente, le pétrole va continuer d'augmenter, le prix du pétrole va continuer d'augmenter, le prix du gaz va continuer d'augmenter. Aujourd'hui, nos économies, nos organisations sont dépendantes de ces énergies fossiles. Si demain, elles coûtent 10 fois plus cher, voilà, je vous laisse imaginer
que ça veut dire. Rien que sur le gouvernement a annoncé il y a 2 jours une taxe sur les aéroports et sur je ne sais plus quoi. Bref, une taxe carbone sur les aéroports, ça va renchérir les prix de l'aviation et l'objectif de ces taxes, c'est de pouvoir financer le développement du ferroviaire, par exemple. Une méthode en 5 étapes. On définit le périmètre du bilan. On collecte des données. Ah ben là, je vois qu'il y a, c'est un slide qui vient d'ailleurs. Ça fait référence au nom d'un de mes clients. Voilà, donc on collecte les données d'activité sans lesquelles l'entreprise n'existerait pas. On comptabilise les émissions. Donc voilà, on calcule l'empreinte pour être exact. Et ensuite, on travaille, on construit un plan de transition avec l'organisation. C'est même les actions qu'on va mettre dans ce plan de transition viennent avant tout de l'organisation. Nous-mêmes, on a uniquement un rôle de facilitateur dans ce travail de co-construction du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis derrière, voilà, l'objectif, c'est de mettre en œuvre, de déployer le plan de transition. Donc, il faut bien entendu qu'il soit acceptable. Donc, qu'on ait évalué le potentiel de réduction, qu'on ait évalué le coût ou les ressources nécessaires à mettre en place telle ou telle action. Et ça avec un horizon court, moyen, long terme. Voilà. Il y a un cadre normatif, donc il y a une norme ISO. En France, le cadre, disons, normatif, c'est le BGS ou le bilan carbone. Donc, ce bilan carbone, il a été développé par l'ADEME. Jean Covici est à l'origine quelque part de cette méthode de calcul. Il est maintenant géré par une association qui s'appelle l'ABC. Et donc, à l'international, c'est le GSG protocole qui, lui, est géré par le WRI et le WBCSD. Voilà, les méthodes aujourd'hui sont très comparables entre bilan carbone et GHG protocole. Je ne vais pas revenir dessus. J'avais dit quelques mots lors de ma première édition de Web Lunch. Une méthode en 5 étapes, j'en ai parlé. Je vais revenir très rapidement sur chacune de ces étapes. Là, vous avez par contre deux liens qui peuvent être intéressants. L'un, c'est voilà, qui sont les experts carbone en France, c'est l'annuaire de la PCC. Si vous voulez faire appel, et je vous invite à le faire, mais ce n'est pas obligatoire, à un cabinet conseil pour réaliser votre bilan carbone. Mais vous pouvez le faire aussi en interne en vous formant auprès de l'ABC. Et puis, voilà, un document édité par la PCC. Voilà, quelles questions à se poser pour faire un bilan carbone utile. Le cadre normatif, j'en avais parlé. Voilà, premier élément, le cadrage du projet et notamment cette notion de scope sur laquelle je vais revenir. Alors, voilà, on parle communément de scope. Qu'est-ce qu'on va comptabiliser dans ce bilan carbone? Eh bien, tout d'abord, on va comptabiliser les émissions directes et indirectes liées à l'énergie. Donc, c'est tout ce qui est consommation d'énergie, de fuel, de carburant, donc de vos flottes de véhicules, par exemple, ou des bâtiments, hop, ou des bâtiments, voilà. C'est aussi les émissions indirectes liées à l'énergie, bah, typiquement l'électricité, les réseaux de chaleur, voilà. Et puis également, bien entendu, tout ce qui est fret entre, si vous avez plusieurs sites, le fret entre les différents sites. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est les émissions directes et indirectes liées à l'énergie, énergie fossile, électricité et réseau de froid. On va y ajouter à ça l'ensemble des activités sans lesquelles l'entreprise ne fonctionnerait pas. Donc l'entreprise, elle a des collaborateurs. Donc on va comptabiliser le fait que les collaborateurs télétravaillent chez eux ou bien viennent sur leur lieu de travail, donc les déplacements domicile-travail. L'entreprise, elle a des clients et des visiteurs. Donc elle peut interagir physiquement. Enfin, les visiteurs peuvent venir voir l'entreprise. On va intégrer ça. L'entreprise, elle a besoin de fournitures. Si c'est un industriel, elle a des intrants matières, etc. Sans ces intrants matières, elle ne fonctionnerait pas. Donc, on va comptabiliser, bien entendu, tout ce qui est achat de biens et de services dans la chaîne de valeur ou en dehors de la chaîne de valeur, disons des consommables, des produits de papeterie ou autres. On va intégrer, bien entendu, tout ce qui est sous-traité à l'extérieur, que ce soit des prestations d'expertise comptable, que ce soit du ménage, que ce soit d'autres choses.
On va, pour ces biens et services matériels, on va comptabiliser le fret entrant, puisque pour les apporter sur les sites ou les usines de l'entreprise. On va comptabiliser les actifs qui sont amortis, les bâtiments, les véhicules de l'entreprise, les matériels informatiques, etc. Parce que sans ces actifs, l'entreprise ne fonctionnerait pas. On va comptabiliser les déplacements professionnels, parce que sans commerciaux ou sans déplacement entre les sites de l'entreprise, eh bien, pareil, ça ne fonctionnerait pas. On va récupérer les données sur les déchets produits, voilà, pareil, parce qu'une organisation, ça produit des déchets. Et puis, si c'est disons, un industriel qui fabrique des produits, que ce soit en B2B ou en B2C, eh bien, on va comptabiliser le fret sortant, on va comptabiliser l'énergie liée à l'utilisation des produits. Si c'est des produits inertes, bien entendu, j'ai un client, par exemple, qui fait des systèmes de drainage, hein, ils ne sont pas alimentés par de l'énergie, donc il n'y a rien sur l'utilisation des produits. Et puis, on va comptabiliser également la fin de vie de ces produits. Voilà, parce que s'il n'y avait pas de produits et s'il n'y avait pas d'obligation de gérer leur fin de vie, on n'aurait pas à le comptabiliser, mais il y a des produits et il y a des obligations de traitement donc des produits en fin de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Donc, il faut comptabiliser tout ça. On ne peut pas faire un bilan carbone sérieux sans comptabiliser le scope 3 et sans comptabiliser tous ces postes. Et ça, on le fait sur une année, sur une période d'analyse et sur un périmètre géographique. Voilà pourquoi un scope 3 est aussi étendu, j'en ai dit quelques mots, hein. Voilà, le constructeur automobile, certes, il n'a pas produit le verre des pare-brises, mais il en a besoin pour fabriquer ses voitures et les vendre. Pareil pour le restaurant collectif, hein. Ce n'est pas lui qui a fait pousser les légumes et la viande, mais il en a besoin pour servir ses clients. Voilà, ces données, on va les chercher dans un certain nombre d'endroits. C'est un document que je pourrais vous partager, mais voilà, pour chacun des grands postes, où est-ce qu'on va aller chercher les données, quel type de support, quelles sont les difficultés auxquelles on va être confronté. Calculer l'empreinte, on va s'appuyer, je regarde le temps en parallèle, on va s'appuyer sur, on va récupérer donc des données d'activité. Les données d'activité, c'est une quantité consommée. Donc, c'est par exemple des litres de fuel ou des kilomètres faits, ou c'est des kilos de viande mangée. Bref, donc ce sont des données d'activité. Il y a quelques activités pour lesquelles on n'a pas de données. Par exemple, un expert comptable, on ne sait pas exactement si cet expert comptable, c'est deux personnes, et puis c'est réparti entre l'organisation et puis d'autres clients. Donc là, on va, et puis on a, voilà, vu qu'on n'a pas le détail de l'activité de l'expert comptable, on a uniquement une facture, eh bien, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un ratio monétaire. Et donc, voilà, un service d'expertise comptable, on va prendre la facture de l'expert comptable qu'on va multiplier par un facteur et ça va nous donner des kilos de CO2. L'inconvénient des ratios monétaires, et on le voit bien sur cet exemple-là, c'est que si vous faites appel à un expert comptable qui est très cher, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont deux fois plus nombreux ou ils ont une empreinte carbone deux fois plus importante, enfin, ou X fois plus importante qu'un expert comptable qui n'est pas cher. C'est peut-être tout simplement parce que voilà, le jus de crâne qui sort de son expert comptable a plus de valeur ou il le vend plus cher. Bref, donc le ratio monétaire, c'est une incertitude très importante. C'est pour ça que la priorité, c'est de travailler sur des données d'activité. Et donc, voilà, on multiplie cette donnée d'activité par un facteur d'émission pour obtenir des kilos CO2 équivalents. Pour donner quelques ordres de grandeur de facteurs d'émission, voilà, une tonne de CO2 équivalent, ça correspond à 4600 km de parcourus en voiture, disons en voiture thermique, hein, qu'on multiplie par un facteur d'émission qui est de 0,21 kg CO2 équivalent par kilomètre. Et ça nous fait une tonne de CO2 équivalent. C'est la même chose que 12 500 kWh d'électricité multiplié par un autre facteur d'émission. C'est la même chose que 4000 kWh de gaz, la même chose que 500 repas. Et puis, disons, voilà, 2500 euros de produits informatiques dont on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, ça, c'est un ratio monétaire qu'on va multiplier donc, par des kilos CO2 équivalents par des kilos euros hors taxe. Donc, voilà. Donc, d'où l'importance de travailler sur les flux physiques et pas sur des flux monétaires pour limiter les incertitudes. Quelques ordres de grandeur de facteurs d'émission, ça c'est sur des moyens de transport, hein. On voit le TGV, voilà, 2 grammes de CO2 équivalent par passager kilomètre. L'autobus, ça dépend bien entendu du taux de remplissage, mais donc là c'est un taux de remplissage moyen, hein. Les autobus en France, ils circulent avec, je ne sais pas, une capacité, un taux de remplissage de 66%.
La voiture, bah, ça c'est pour un seul passager. S'il y a deux passagers, bien entendu, on va réduire par deux l'empreinte de la voiture, enfin du kilomètre parcouru en voiture. Et pour l'avion, bah, là c'est par passager et ça prend en compte bien entendu le taux moyen de remplissage des avions qui circulent. Et voilà, donc après on fait le cumul. Voilà, ça nous donne des beaux graphiques, hein, ça nous donne pour chacun des postes d'émission, voilà, des barres de plus ou moins grande hauteur, hein. Donc ça dépend bien entendu du métier de l'entreprise, de son activité et autres. On va faire un petit jeu là-dessus juste après. Voilà, si vous voulez des exemples de... Alors un exemple très concret de bilan carbone, il y en a plein en ligne. Vous pouvez aller... Là, je vous ai donné le lien vers celui de l'aéroport de Paris, Paris Aéroport, hein, ADP. Vous pouvez aller voir aussi, il y a une base qui s'appelle, j'ai pas mis le lien, qui s'appelle Bilan GES de l'ADEME. Et là, vous trouverez les bilans carbone. Alors, pas aussi détaillé, disons, que le rapport de bilan carbone là, d'ADP, mais vous trouverez l'empreinte de tout un ensemble d'entreprises dans tous les métiers, de toute taille, etc. Et donc, avec la répartition des postes d'émissions de gaz à effet de serre dans leur empreinte. Voilà, la finalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout un plan de transition. Donc, et c'est pour ça qu'on fait un bilan carbone, hein. C'est pas pour se comparer ou pour mesurer, c'est pour réduire nos émissions. Voilà, donc un plan un plan de transition, c'est dans chacun des domaines. Voilà, dans l'énergie, par exemple, c'est mettre en place un système de récupération de chaleur et d'eau de pluie, c'est réviser les températures de consigne pour les espaces occupés et inoccupés. Voilà, donc dans tous les domaines et en fonction des postes les plus importants, on va identifier des actions et d'allouer à chacune de ces actions un budget. Et on va prioriser les bons investissements, ceux qui ont un impact important et qui ont un coût ou des ressources moindres. Et puis, bien entendu, on va intégrer la dimension temporelle, court, moyen ou long terme. Voilà, cadre réglementaire, quelques minutes. Il a évolué. Aujourd'hui, on est en 2023. Donc, depuis 2023, le BGS oblige toutes les entreprises soumises à des PEF à calculer leur bilan carbone, donc sur le scope 3, en intégrant le scope 3. Donc, c'est pour toutes les entreprises, disons, de plus de 500 salariés. Voilà, avec quelques petites modifs sur la facilitation pour les groupes d'entreprises. Au niveau européen, le cadre, c'est la CSRD qui est appelée à remplacer la DPEF. Donc, dès 2024, toutes les entreprises soumises à DPEF vont devoir faire leur bilan carbone. Et ce plafond, enfin, ou ce plancher plutôt, va descendre de 500 collaborateurs à 250 collaborateurs. Donc, ça va toucher des entreprises de plus petite taille, disons tous les ETI ou des grosses PME. Et ça, à partir de début 2025. Et pour les plus petites entreprises, disons les PME, elles y sont non pas soumises d'un point de vue réglementaire. Elles peuvent y être soumises si elles ont emprunté de l'argent à BPI France. Et là, c'est BPI France qui les contraint à faire, en contrepartie de leur accompagnement, à faire un bilan carbone. Elles peuvent y être soumises parce que leurs grands donneurs d'ordre qui font leur bilan carbone et qui ont besoin, comme je disais tout à l'heure, de comptabiliser les émissions dans leur chaîne de valeur, eh ben, vont se retourner vers leurs fournisseurs en leur demandant: donnez-nous les résultats de votre bilan carbone pour que je puisse faire mon bilan carbone. Donc voilà, donc si les PME veulent continuer de travailler avec leurs grands clients, leurs grands donneurs d'ordre, elles sont obligées de faire leur bilan carbone, rien que pour cette raison-là. Et puis voilà, compte tenu de ces quelque part obligations qui ne sont pas réglementaires, mais qui sont liées à l'économie, le fait d'avoir besoin d'argent auprès de la BPI, le fait de pouvoir vendre à des grands donneurs d'ordre, eh bien, et ça c'est pas mal, la BPI, avec l'argent de l'ADEME, accompagne financièrement les PME pour faire leur bilan carbone au travers d'un dispositif qui s'appelle le DIAG Décarbonation. Il y a le lien là-dessous. Et donc, cette aide financière, elle est sur une prestation de 10 000 euros, elle est de 40 ou de 60% en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, ça fait un bilan carbone à 4 ou 6 000 euros, ce qui est a priori raisonnable pour toutes les PME de moins de 500 collaborateurs.
Il y a d'autres initiatives à l'international, je ne vais pas revenir dessus. Si, un mot sur Act, mais je reviendrai, j'irai ce mot un tout petit peu plus tard. Voilà, SBTI, c'est une trajectoire et Act, c'est une méthode pour véritablement décarboner de manière ambitieuse sa chaîne de valeur. Alors, un petit jeu. Voilà, je vais vous proposer 5 bilans carbone en vous disant quelles sont les entreprises qui se cachent derrière ces 5 bilans carbone. Donc, il y a un commerce de gros qui distribue donc des produits électroniques. Il y a un acteur de la presse quotidienne régionale. Il y a un musée pour la mémoire des soldats canadiens de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un établissement d'enseignement supérieur et un opérateur mobile. Voilà. Et je vais vous présenter le bilan carbone de chacun et vous allez essayer de deviner de quelle entreprise c'est le bilan carbone. Donc là, voilà, vous avez les 5 entreprises là-haut et vous avez le bilan carbone. Le premier poste sur celui-là, c'est le transport des visiteurs et des clients. Et le deuxième poste, c'est l'achat de produits ou de services. Vous pouvez mettre les résultats dans le chat. Je vais ouvrir le chat. Le musée, je vois. C'est bien ça. C'est en effet notre musée pour la mémoire des soldats canadiens de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui se trouve en Normandie, et transport des visiteurs et des clients. Bah, c'est notamment les Canadiens anciens combattants ou enfants d'anciens combattants qui viennent se recueillir sur les plages de Normandie où ils ont pu débarquer, où leurs parents ou grands-parents ont pu débarquer. Voilà, un deuxième bilan carbone. Voilà, premier poste pour presque la moitié des achats de produits ou de services. Deuxième poste, transport de marchandises à Mont-Aval. Je regarde ce que vous me proposez dans le chat. Alors, commerce de gros, commerce électronique. Alors, eh bien non, c'est notre quotidien régional. En l'occurrence, voilà, achat de produits et de services, c'est tout le papier. Alors, c'est de l'édition papier, hein, c'est le groupe Nice Matin en l'occurrence. Donc voilà, c'est le papier pour imprimer le journal, hein. Ils sont peut-être sur Internet et leur bilan carbone va sans doute évoluer. Voilà. Mais, et puis, ils ont besoin de s'approvisionner en papier et puis de le distribuer. Et puis ces papiers, ces journaux, ben, ils sont également, ils doivent être détruits ou voilà, ils ont une fin de vie qui doivent être prises en compte. Et alors, un prochain exemple, celui-là, il nous reste le commerce de gros, l'établissement d'enseignement supérieur, l'opérateur mobile. Un gros poste, c'est le transport de visiteurs et de clients, un tiers, achat de produits ou de services et des déplacements professionnels. Ce que vous mettez c'était, je cherchais le chat. Mis, établissement d'enseignement supérieur. En effet, c'est bien ça. Donc, voilà, visiteurs et les clients, c'est les étudiants, hein. Achat de produits ou de services, il y a besoin de fournitures, d'ordinateurs, etc. Et déplacement professionnel, là, on est sur la Grenoble École de Management. Voilà, on peut avoir des enseignants qui se déplacent entre différents sites, etc., etc. Il nous reste voilà, deux derniers choix. Un commerce de gros électronique, opérateur mobile, utilisation des produits vendus, un gros poste, achat de produits ou de services, un autre gros poste. Et la consommation, et également on a un poste de consommation d'électricité. Opérateur mobile, ok, ça a l'air d'être unanime. En effet, c'est bien ça. Donc là, en l'occurrence, c'est un opérateur mobile virtuel. Voilà, utilisation des produits ou des services vendus, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est les services de téléphonie qui ont besoin de services de téléphonie ou d'accès Internet, etc., qui vont avoir besoin d'électricité pour fonctionner chez leurs clients. Ou de téléphone. Voilà, les services, l'utilisation des services de téléphonie ont besoin de téléphone pour fonctionner. Achat de produits ou de services, voilà, ils ont des équipements de réseau informatique et autres, et puis ils ont une consommation d'électricité qui est non négligeable. Voilà, il nous reste notre commerce de gros électronique, et ben voilà, c'est un commerçant, donc le plus gros poste, c'est l'achat des produits qu'ils revendent. Et puis, voilà, on est sur de l'électronique, ces produits électroniques ont une consommation derrière et puis doivent être recyclés ou autres.
Ben, bravo à vous pour ce petit exercice. Voilà, donc là, c'était notre commerçant électronique. Voilà, c'est un acteur qui distribue des infrastructures réseau en Europe et en Afrique. Alors, un petit mot quand même. Il nous reste, disons, 3 minutes, 4 minutes avant les questions-réponses. Qu'est-ce qu'on peut faire après un bilan carbone? D'accord? On a dit que le bilan carbone, il nous emmenait jusqu'à un premier plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on peut contribuer à une neutralité carbone planétaire? Comment est-ce qu'on peut se doter d'une trajectoire ou d'un plan de transition ambitieux? Alors, la neutralité carbone, je le répète, c'est une notion qui se conçoit uniquement à l'échelle planétaire. Donc, une entreprise ne peut que contribuer à la neutralité carbone planétaire. Et attention, toutes les allégations du style produit neutre carbone, etc., est aujourd'hui interdit en France depuis la loi climat et résilience depuis janvier 2023. Donc c'est du greenwashing et voilà, c'est interdit et donc il y a des pénalités par rapport à ça. Sauf à pouvoir prouver que un produit est neutre carbone. Mais alors là, si vous me trouvez un acteur qui est capable de le prouver, bravo, je suis demandeur. Et puis en Europe, il y a eu pas plus tard qu'il y a la semaine dernière un accord qui a été trouvé entre le Parlement et le Conseil européen. Donc, et ça date d'il y a une semaine. Donc pour interdire également les allégations de type greenwashing et neutralité carbone. Vous pouvez retrouver l'article dans Libération, il est public. Neutralité carbone. Alors, comment contribuer à la neutralité carbone planétaire? C'est trois types d'actions, mais qui ne sont pas cumulables. C'est-à-dire, je ne peux pas compenser. Voilà, le pilier C, c'est compenser, hein, contribuer en finançant des projets de réduction. Je ne peux pas ne pas réduire mes émissions et compenser en me disant que ça va faire la même chose. Non, on n'ajoute pas le pilier A, enfin, ou on ne soustrait pas le pilier C du pilier A. Ça ne fait pas de sens. Donc, il faut bien réduire, et c'est ça là, vraiment la première priorité, c'est réduire ses émissions dans sa chaîne de valeur. La deuxième priorité, c'est proposer des produits qui permettent à mes clients de réduire leurs propres émissions. Donc, plutôt que de vendre des chaudières au fioul, je vais rendre des pompes à chaleur. Et ça permet à mes clients de réduire leurs émissions. Et puis, je peux, pour tout ce que je n'arrive pas à réduire, mais voilà, l'objectif, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est réduire de 80% d'ici 2050, pardon. Donc, pour les 20% qu'on ne peut pas réduire, eh ben, ceux-ci, on peut essayer de financer des projets de réduction d'émissions ou de séquestration en espérant que les arbres qu'on plante ne brûleront pas l'année prochaine. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus vrai. Et donc voilà, ces trois piliers ne sont pas additionnables. Après le bilan carbone, différentes possibilités d'avancer avec d'autres méthodes. Quantigest, on quantifie les actions, on peut se doter d'une trajectoire SBTI, on décarbone avec ambition une méthode ACT et on peut valoriser, bien entendu, nos actions de transition dans sa chaîne de valeur pour communiquer. Mais bien entendu, ça nécessite d'avoir fait quelque chose avant de pouvoir valoriser et communiquer. SBTI, voilà, je ne vais pas en parler pour des raisons de temps. Vous pourrez revenir voir les slides, comment ça marche. Décarboner avec ambition, la méthode acte pas à pas, elle est d'origine ADEME, mais elle est portée à l'international par le CDP. Enfin, elle est co-conçue par l'ADEME et le CDP. Je vous invite vraiment, une fois que vous avez fait votre bilan carbone, à explorer cette méthode-là. Ça, c'est celle-ci qui va vous permettre de réduire de 80% vos émissions d'ici 2050. Sans cette méthode, c'est quasi impossible. Et aujourd'hui, il y a l'ADEME accompagne financièrement, bien entendu, le déploiement d'une démarche ACT et accompagne même des actes collectifs parce que la marche est tellement haute, quand on fait ça tout seul dans son coin, même accompagné par un cabinet conseil, voilà, la tâche est très difficile, même avec une super méthode. Quand on fait ça à plusieurs, on peut partager sur les difficultés, sur les réussites, et c'est bien plus, voilà, c'est bien plus facile de faire cette démarche-là quand on fait ça en parallèle avec d'autres entreprises, même si bien entendu chaque démarche est individuelle à chaque organisation. Et puis une fois qu'on a décarboné, on peut évaluer là où on en est par rapport, donc ça c'est acte évaluation, et valoriser les actions de transition, je vous laisserai revenir dessus, voilà, mais il y a trois types de choses à vérifier, la distance de l'action vis-à-vis de mon cœur d'activité, donc on s'intéresse aux actions qui sont dans votre chaîne de valeur, dans votre cœur d'activité, on s'intéresse à l'efficacité de ces actions.
pour permettre la continuation de l'activité. Et on s'intéresse, est-ce que celle-ci me permet véritablement d'évoluer vers un monde bas carbone ou post-carbone? Je vais finir donc avec deux choses et on passe aux questions-réponses. À dire et à ne pas dire dans sa transition bas carbone. Là, pareil, hein, je vous laisserai revenir à tête reposée sur les transparents. Mais voilà, à faire ou ne pas faire, voilà, à faire, se fixer des objectifs climatiques alignés sur l'accord de Paris. Hein, donc, c'est les trois scopes, c'est mettre en place enfin, des objectifs à court, moyen terme hein, qui soient ambitieux, donc quitte à s'appuyer sur la méthode ACT ou en s'appuyant plutôt sur la méthode ACT. Et donc, à ne pas faire, voilà, impliquer ses fournisseurs. Voilà, si vous vous intéressez uniquement au scope 1 et 2, hein, les émissions sur lesquelles vous avez un contrôle, eh bien, ça, c'est à ne pas faire. Vous ne décarbonerez pas du tout vos activités si vous ne travaillez pas avec vos fournisseurs. Je peux vous donner un exemple très, très concret. J'accompagne un client, ben, j'ai cité des systèmes de drainage. Ils ont deux grandes matières, donc ils utilisent du béton polymère et ils utilisent de la fonte pour faire les grilles des caniveaux, là. Et puis le béton polymère, c'est pour tout ce qui est canalisation, etc. 45% de leur empreinte carbone, c'est le béton polymère. 35%, c'est la fonte pour faire les grilles. Le seul moyen pour cette entreprise-là de décarboner son activité, c'est de travailler avec son fournisseur de béton polymère, voire d'en changer, enfin, de changer la matière, qui soit pour prendre une matière moins carbonée. Pareil pour la fonte. Heureusement, il y a, voilà, si je reviens sur la fonte, hein, il y a, voilà, tout ce qui est acier, sidérurgie est très consommateur, très émetteur de gaz à effet de serre. Hein. La France a décidé d'investir pas mal d'argent, je pense tous les pays, pour décarboner cette activité-là. Donc, notre entreprise, elle va aussi bénéficier, bien entendu, des actions de décarbonation qui sont faites par leurs fournisseurs. Mais on peut les accompagner et pas attendre qu'ils fassent le boulot. À faire ou à ne pas faire, voilà. Vérifiez que votre modèle d'affaires est aligné sur une économie bas carbone. Ça supprimera des dépendances, etc. Ça vous donnera une résilience dans un monde post-carbone. Et à faire aussi, se pencher sur ses actifs. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans une économie bas carbone? Un certain nombre de mes actifs vont se déprécier. Voilà, j'ai un autre client qui vend des systèmes de filtrage d'air. Leur partie d'activité, c'était aujourd'hui les groupes électrogènes au diesel. Bah, et ces actifs-là, enfin demain, il n'y aura plus de groupes électrogènes au diesel. Tous les actifs, toutes leurs lignes qui fabriquent ce type de produit pour ça, ça va se déprécier. Et donc, il vaut mieux anticiper. À faire, à ne pas faire en matière de communication. Voilà, communiquer de façon incorrecte, on en a déjà dit un mot, hein, toutes les allégations de greenwashing, de neutralité carbone de produits ou d'organisation, c'est du greenwashing et c'est maintenant interdit par la loi. Et à faire, voilà, en termes de communication, voilà, comment est-ce qu'on communique bien? Mon entreprise est engagée vers la neutralité carbone planétaire et ça, on le prouve. La décarbonation de nos activités a permis de réduire notre empreinte de X%. Tatati, tatata. Voilà, il y a un guide très bien fait sur le sujet de l'ADEME, hein, le guide anti-greenwashing. Je vous invite à le consulter. Voilà, le bonus pour la route, et on passe aux questions-réponses, mais je ne vais pas le détailler. C'est les 10 actions que vous pouvez faire pour commencer à décarboner vos activités et à avancer de manière très concrète. Donc voilà, réduire sa consommation d'énergie, donner un coup de pouce aux énergies renouvelables, réduire ses déchets, lutter contre l'obsolescence, hein, donc mettre sur le marché des produits qui durent plus longtemps, optimiser les transports de ses salariés, choisir des infrastructures et des équipements plus écologiques, choisir des fournisseurs durables, les aider à réduire leur empreinte, promouvoir des méthodes de travail respectueuses de l'environnement, se mobiliser, donc ça c'est de la sensibilisation pour relever le défi du changement climatique et au-delà de la sensibilisation, voilà, c'est mettre en place ce qu'il faut. Donc ça implique de mettre par exemple le conseil d'administration dans la boucle ou le dirigeant au plus haut niveau de l'organisation. C'est de réaliser les transformations nécessaires donc, pour contribuer à la neutralité carbone mondiale donc, d'ici 2050. Hein, la méthode ACT là, vous y aidera après le bilan carbone. Et surtout, distinguer trois types d'actions qui ne sont pas fongibles, la réduction, l'évitement et la suppression. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, vous avez deux références, celles-ci sont en anglais, il faut que je remette des références en français. Et j'ai fini avec ces quelques supports. Je sais que c'est un peu rapide, le temps est très contraint. Par contre, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir ou que Sonia va me Ouais. proposer en fonction des questions posées dans le chat.
Ben, merci beaucoup, Alain, pour ce marathon. Donc, Céline qui pose une question. Où obtient-on les taux des facteurs d'émission? Il y a eu des réponses dans le chat avec le site de l'ADEME, notamment la base empreinte. Je ne sais pas si tu veux compléter ou pas. C'est bien ça. En France, on trouve de très nombreux facteurs d'émission dans la base empreinte. Si on a des éléments pour lesquels on ne les trouve pas dans la base empreinte, ben on va les chercher ailleurs. Ça peut se trouver dans des bases d'ACV, je pense à EcoInvent, ça peut se trouver dans de la littérature sur le web. Voilà, enfin, il y a déjà une grosse partie dans la base empreinte de l'ADEME. Merci beaucoup, Alain. Et donc, quelles sont les sources officielles des conversions monétaires émissions par type de charge, du bilan gaz à effet de serre à la comptabilité carbone? Et ben ça, c'est les facteurs d'émission justement qui se Ouais, trouvent dans donc cette c'est base pareil. empreinte. En Ouais. fonction d'une donnée d'activité que vous allez collecter dans votre entreprise, on va multiplier ça par un facteur d'émission qui vient de cette base empreinte. Et à quand la facture qui contiendra l'empreinte carbone du fournisseur? À quand? Ah, ça, faudrait poser la question au gouvernement. Ça dépend si on va, ça dépend si on va assez vite ou pas. Quand je dis au gouvernement, c'est gouvernement français, gouvernement chinois, hein, en supposant de là où vous vous approvisionnez. Mais vous pouvez aussi interroger tout simplement votre fournisseur. Je reviens sur mon exemple d'industriel là, qui fabrique des systèmes de drainage. Son béton polymère, on avait trouvé dans la littérature voilà, une empreinte carbone. Et puis on s'est dit, mais on peut peut-être quand même poser la question, on avait oublié, on peut peut-être quand même poser la question au fournisseur. Et le fournisseur il avait fait l'analyse de cycle de vie de ces produits. Et donc nous a donné l'empreinte, voilà, le facteur d'émission de son béton, qui était en l'occurrence 30% moindre que ce qu'on avait trouvé dans la littérature sur Internet. Merci beaucoup. Serait-il possible à la fin donc, de parler du poste 15 au sein du scope 3 pour une banque universelle? Rappelez-moi le poste 15, c'est l'investissement? Sinon, il faut que j'aille. C'est- Est-ce que la personne en question veut peut-être ouvrir son micro pour préciser? Sinon, on prendra la question pour plus tard. Du coup, je vais passer à la prochaine question et puis on pourra y revenir. Quand on effectue un bilan carbone pour une entreprise, est-ce qu'on réfléchit seulement à faire la même chose de manière moins carbonée ou bien est-ce qu'on réfléchit à changer son modèle en questionnant par exemple l'utilité des produits et services vendus? Voilà, un bilan carbone de base, on interroge la stratégie, mais globalement, voilà, on se donne quelque part une ambition, on va dire, de réduire de 5 ou 10% son empreinte carbone, mais certainement pas à la hauteur de ce que l'accord de Paris nécessite. C'est là où la méthode acte pas à pas permet voilà, de se donner une ambition qui n'est pas de réduire de 10%, mais de réduire de 80% d'ici 2050. Et pour faire ça, on est obligé de questionner sa stratégie de manière indéniable et très souvent son modèle de business. Je vais vous donner un exemple très courant. Un fabricant de voitures qui fabrique des SUV aujourd'hui, s'il veut réduire son empreinte carbone, il va devoir consommer moins de matière, il va devoir mettre sur le marché, comme Citroën avec sa petite amie, une voiture qui sera un SUV qui sera 2 fois plus léger. Voilà, et ça nécessite, je pense, pour ce constructeur de voitures, de revisiter sa stratégie, voilà, ne plus vendre des SUV, mais vendre des voitures plus légères, et voire même changer de modèle de business, passer à l'économie de la fonctionnalité, comme le fait Michelin, par exemple, sur certains de leurs pneus. Ils arrêtent de vendre des pneus, mais ils les louent. Enfin, ils louent des kilomètres, enfin, ils vendent du kilomètre de roulage, excusez-moi, ce qui les pousse à mettre sur le marché, à fabriquer des pneus qui ont une bonne durée de vie, enfin une meilleure durée de vie, qui soient moins émetteurs enfin, qui soient moins coûteux, enfin, moins coûteux, qui soient plus durables, disons ça comme ça, et donc qui, bien entendu, seront moins émetteurs de gaz à effet de serre, parce que si mon pneu, il dure 2 ans au lieu de durer 1 an, et ben, il sera 2 fois moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est revisiter le modèle de business. Et c'est indispensable. On parle de sobriété, hein. Je ne sais plus si j'ai cité le terme de sobriété, mais voilà, s'il y avait quelques chiffres quand j'ai parlé de la SNBC, la sobriété, voilà, c'est pas uniquement éteindre ses lumières. La sobriété, elle va être radicale. Elle doit être radicale. J'évoquais le compte carbone tout à l'heure. Et donc, ça nécessite de revisiter son modèle de business pour quasiment toutes les entreprises. Excusez-moi, je suis surpris parce que la servitisation en général, ça n'a jamais conduit à réduire
les émissions. Globalement, on fait de la servitisation pour augmenter son cash flow dans les entreprises. C'est pour ça qu'on change le modèle. Donc, je suis surpris quand on dit que ça permet de réduire le cash flow, enfin, de réduire les émissions de carbone. Ça dépend ce qu'on entend par servitisation. Moi, je parle d'économie de la fonctionnalité. Je reprends l'exemple de Michelin. Voilà, je suis Michelin. Mon objectif, c'est de vendre des pneus toujours plus, machin chose. Et puis, je fais des pneus d'ailleurs. On voit ça, l'obsolescence technique, notamment dans l'IT. Et puis, je fais des pneus, voilà, même s'ils ne sont pas usés, je ferai en sorte qu'ils doivent être changés au bout de 2 ans. Eh bien, Michelin, ils ont sorti des lignes de produits de pneus. Donc, dans le cadre de l'économie de fonctionnalité, où ils vendent en effet du kilomètre de roulage, et pour maximiser leur marge, ils ont intérêt à ce que les pneus qu'ils mettent à disposition de leurs clients durent le plus longtemps possible. Donc là, ce n'est pas uniquement de la servitisation, c'est vraiment de l'économie de la fonctionnalité. D'accord. Et comment on se prémunit, nous, en tant que prestataire, on va acheter du service comme ça, comment on s'assure que c'est vraiment une économie de la fonction et qu'on tombe pas dans un piège à acheter du service plutôt que le produit et du coup avoir un impact négatif sur le bilan à la fin, en fait. Là-dessus, il faut vous renseigner un petit peu sur ce qu'est l'économie de la fonctionnalité, hein. Il y a il y a un certain nombre d'associations qui en France existent. Vous pouvez chercher Club Noé. Et puis, vous aurez plein d'exemples d'ailleurs d'entreprises qui sont passées à l'économie de la fonctionnalité. Ça, c'est la première chose, hein. Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met derrière? Et des exemples. Et puis ensuite, en discuter avec votre fournisseur. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la suite des questions. Euh, Si être bas carbone coûte plus cher, comment compenser financièrement? Y a-t-il des sanctions pour ceux qui sont moins vertueux? Alors, des sanctions qui sont moins vertueuses, je peux prendre un exemple. Dans le domaine du bâtiment, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle la RE 2020. Enfin, elle est nouvelle depuis 2022, hein. Elle s'appelle 2020, mais elle a été mise en œuvre avec un peu de retard en 2022. Et cette RE 2020, elle oblige les opérateurs de programmes immobiliers, disons les promoteurs, les maîtrises d'ouvrage, etc., à calculer l'analyse de cycle de vie, à faire l'analyse de cycle de vie du bâtiment sur les 50 années, 50 prochaines années, et donc à calculer les émissions carbone de ce bâtiment. Mais on ne s'arrête pas là. Et donc, voilà, choisir des matériaux dont le total fait que voilà, ce soit inférieur au plafond de la RE 2020. Mais on s'arrête pas là parce que tous les 3 ans, le plafond va baisser. Donc, tous les 3 ans, il va être de plus en plus difficile, en conservant les mêmes produits, de pouvoir respecter ce plafond, voire totalement impossible. Et donc, c'est un incitatif fort pour les fabricants de matériaux de mettre sur le produit des produits moins émissifs que leurs concurrents, parce que ça aidera leurs clients à réduire les émissions du bâtiment en question. Donc, voilà, ça a été mis en place en France pour aligner justement le secteur du bâtiment sur la SNBC, donc avec ce plafond qui décroît tous les 3 ans. C'est un mécanisme de quota, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a deux types de... Soit vous anticipez et vous dites demain il y aura un quota, c'est évident, ou demain il y aura une taxe carbone très élevée, il vaut mieux que j'anticipe, quitte à augmenter un peu mes prix. Mais en même temps, j'explique à mes clients qui de plus en plus vont me demander des produits vertueux parce que ça va les aider aussi dans leur bilan carbone à payer un peu plus cher. Voilà, donc, mais si tout le monde en effet attend, eh ben, on va continuer, non pas à plus 3 degrés, mais à plus 5 degrés en 2050. Donc il faut qu'on arrête, il faut qu'on sorte de cette position d'attente où on dit c'est au gouvernement de bouger, c'est aux citoyens de bouger ou c'est aux entreprises de bouger. Et il y a une nouvelle question sur le prix aussi, c'est donc dans la conjoncture actuelle inflationniste, comment conjuguer action vers la transition bas carbone, coûteuse, et pression sur les prix. Donc, L'équation n'est pas simple. Le gouvernement là-dessus a son rôle à jouer en accompagnant la transition, notamment pour les plus modestes, hein, les populations les plus modestes. Voilà, comment est-ce qu'on les aide à changer leur voiture? D'autant qu'ils habitent à la campagne, ils sont très dépendants de la voiture, hein. C'est pas comme le citadin que je suis à Paris qui n'a plus de voiture, qui peut se permettre de se passer d'une voiture. Donc voilà, donc c'est l'idée de la voiture électrique à 100 euros, enfin, je crois que c'est ça, à 100 euros par mois, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, il y a un projet gouvernemental qui n'est pas tout à fait en œuvre. Voilà. Il y a des incitatifs pour remplacer, pour isoler ces appartements. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont
qui vont voilà, limiter les hausses de prix. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. On le voit bien sur le carburant aujourd'hui. Voilà, même si demain, le distributeur d'essence vend à prix coûtant au lieu de se faire une marge de je ne sais pas quoi, ça ne va pas empêcher radicalement que le prix du pétrole, le prix de l'essence augmente. Donc, on va vivre dans un monde de plus en plus cher. Le consommateur va payer plus. Par contre, le consommateur, bah, peut-être qu'à partir du moment où il n'aura plus le droit d'aller à Punta Cana, eh bien, l'argent qu'il dépensait dans son billet d'avion pour aller à Punta Cana, ça lui permettra d'acheter des produits plus essentiels. Donc, on peut questionner entre les produits. Voilà, dans un monde contraint, hein, un monde aux limites finies, bah, faut peut-être privilégier les hélicoptères pour aller évacuer des personnes qui sont, disons, en situation de détresse ou pour les emmener à l'hôpital pour les soigner, et quitte à renoncer au vol en avion pour aller à l'autre bout du monde pour y passer 3 jours. Donc, on peut parler de carbo-vital et de carbo-luxe. Et dans nos sociétés, je pense que de plus en plus, on va réduire le carbo-luxe. Merci beaucoup, Alain. Il nous reste 1 minute. Est-ce que c'est OK de dépasser un tout petit peu? Pour ceux qui ne pourraient pas rester, je vous enverrai le replay. Je ne sais pas avec toi, Alain, est-ce que c'est OK? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Il Oui, faut que je t'envoie un document, je crois, sur le sujet, mais il n'y a pas de problème, Sonia. d'accord. OK, donc on va dépasser de 5 minutes. Je vous enverrai le replay pour ceux qui doivent partir. Donc, il y a une question. Donc, comment accompagner concrètement son fournisseur? Est-ce qu'il y a peut-être des exemples? Comment accompagner son fournisseur? Alors, ça dépend si on est une grosse boîte, ça dépend de notre, je vais dire, de notre pouvoir d'agir sur notre fournisseur. Voilà, j'ai un fournisseur, bah, soit j'en change parce que je me rends compte qu'il ne fait pas d'efforts. Alors, je mets des clauses d'achat durable, etc. Mais si je me rends compte que mon fournisseur ne fait rien ou ce n'est pas son problème, eh ben, je peux aller chercher un autre fournisseur, hein. C'est toujours le choix de faire ça. La recommandation que moi j'ai plutôt tendance à faire, c'est de travailler avec votre fournisseur. On a fait un jeu, on accompagne collectivement des entreprises dans le cadre d'un acte collectif, là, une douzaine d'entreprises du territoire de Vernon. Voilà. Donc, il y a plusieurs rendez-vous périodiques de ces 12 entreprises qui se retrouvent, donc je disais périodiquement, voilà, pour partager sur les difficultés, les réussites, etc. Et la fois dernière, c'était la semaine dernière, on leur a fait jouer un petit jeu de rôle. Donc, il y avait 4 entreprises d'une même chaîne de valeur. Il y avait le producteur de fibres de lin ou de jute ou de je ne sais pas quoi. Il y avait le transformateur, voilà, qui prenait ses fibres pour tisser de la moquette. Il y avait le grossiste et il y avait le distributeur. Et on se rend bien compte que réussir pour ces 4 entreprises qui sont dans la même chaîne de valeur, la décarbonation, bah, ça passe par un gros travail, je dirais, en commun, enfin d'échange, de partenariat et autres, pour décarboner chacune des entreprises de cette chaîne de valeur. Pour, pour vous faire rigoler, au premier tour, vu que tout le monde avait décidé de préserver sa marge et autres, eh bien, le grossiste, il a sauté parce qu'il était coincé entre d'un côté le distributeur et le fournisseur. Et donc, dès la fin du premier tour, le grossiste a sauté. Donc, pour que les 3 autres puissent survivre, ben, ils ont enfin décidé de travailler ensemble, quitte à réduire un peu leur marge. Merci beaucoup, Alain. Je te propose de donner encore peut-être deux questions et puis le reste, on pourra faire un retour par mail à la suite du webinaire. Donc, afin de calculer l'empreinte carbone, quel outil utilisez-vous? Excuse-moi, Sonia. Quel outil tu utilises pour Quel outil? calculer? Il y a deux Donc, types, il y a deux types d'outils. Il y a, disons, les outils de l'ABC. Alors, j'ai dit que l'ABC, c'était la garante de la méthode, hein, enfin, celle qui fait évoluer la méthode qui, au départ, était d'origine ADEME. Et l'ABC propose 2 outils, des tableurs, voilà, qu'on appelle communément tableur bilan carbone. Et ce n'est pas un tableur, ça peut être une demi-douzaine de tableurs en fonction de la complexité de l'organisation, en fonction d'un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas forcément le plus convivial, le plus ergonomique, le plus facile à utiliser quand on voilà, quand on veut faire son bilan carbone en interne, disons ça comme ça.
même en étant formé, même en s'étant formé auprès de l'ABC. L'ABC a donc décidé de remplacer, alors ça se fait progressivement, de remplacer ce bon vieux tableur en une application SaaS. En gros, elle met le tableur en SaaS et déjà, c'est bien plus ergonomique. Il n'y a plus qu'un seul outil. Voilà, je passe les détails et c'est bien plus accessible. C'est également accessible en multi-utilisateur. Ça permet d'éviter de se transférer des tableurs d'une personne à l'autre quand il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le bilan carbone. Maintenant, il y a des solutions de comptabilité carbone qui existent et un certain nombre de mes clients, et moi je leur recommande, hein, tout au moins quand on veut s'inscrire dans la durée, de déployer une solution de comptabilité carbone. Alors une solution de comptabilité carbone, ce n'est pas un logiciel qui va faire automatiquement le bilan carbone. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Il y a quelques solutions qui disent qu'ils peuvent faire ça. Voilà, je vous invite à les fuir. Je vous invite surtout, si vous ne les connaissez pas, à aller sur le site de l'ABC. Et l'ABC certifie les outils dignes de ce nom. Donc, il n'y a aucun outil automatique parce que ça ne fait pas de sens. Mais vous trouverez un large choix de solutions de comptabilité carbone qui existent. Donc, ces solutions de comptabilité est référencées par l'ABC, certifiées par l'ABC. Ces solutions de comptabilité carbone, elles apportent deux choses de plus par rapport, disons, à l'outil dans le SaaS, enfin au tableur dans le SaaS que j'évoquais, notamment le pilotage du plan d'action et puis la possibilité de suivre l'évolution de son empreinte carbone dans le temps. Donc, et ce type d'outil, si on veut un comparable, bah, c'est un peu comme les logiciels de compta financière, hein. Même s'il y a des logiciels de compta financière, vous avez toujours un expert comptable qui vous fait votre compta, éventuellement en interne, hein, ou en externe. Et ben dans la compta carbone, c'est exactement pareil. Donc, ces solutions de compta carbone ne vous en, euh, néanmoins, voilà, ne vous empêcheront pas et vous allez continuer de travailler soit avec un cabinet de conseil carbone, soit en internalisant, bien entendu, la compétence, comme vous pouvez également le faire en vous formant. Et donc la dernière question, comment benchmarker son entreprise vers ses concurrents? Alors, c'est une demande fréquente. Euh, le, alors, la compta carbone n'a pas la même maturité que la compta financière. On peut bien entendu comparer voilà, le bilan financier d'une entreprise, le compte des résultats d'une entreprise. Voilà. C'est quelque chose de maîtrisé, etc., de longue date. La compta carbone, il y a une méthode hein, qui commence à être bien connue, mais pas forcément bien utilisée ou bien pratiquée. Donc, c'est très dépendant du cabinet conseil qui vous accompagne. Il y a des cabinets conseils j'en ai rencontré, hein, notamment dans des projets actes, on passait derrière un cabinet conseil qui avait fait un bilan carbone. Tout avait été fait en ratio monétaire. Donc, on a été obligé de refaire le bilan carbone. Donc, il y a des cabinets qui font du scope 3, enfin, incluent les émissions du scope 3, mais uniquement sur certains postes. Donc voilà. Donc, encore une fois, les pratiques varient encore beaucoup d'un cabinet conseil à un autre cabinet conseil. Donc, c'est comparable quand entre disons, deux bilans carbone faits par le même cabinet conseil, donc avec les mêmes pratiques, ou bien en s'assurant véritablement si ça a été fait, un de vos confrères ou un de vos concurrents a fait appel à un autre cabinet conseil, il faut vérifier bien entendu que les pratiques ont été faites les mêmes, sinon c'est vraiment pas comparable. Et le benchmarking n'est aujourd'hui pas possible. Alors, merci beaucoup Alain, je propose qu'on puisse te libérer. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à tous pour votre participation. Je vous enverrai donc tous les éléments pour pouvoir vous plonger dans les slides et regarder le replay de nouveau. Et puis, je partagerai les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre à Alain pour qu'il puisse nous faire un retour. Je vous enverrai aussi le questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le compléter et à nous faire vos retours, vos suggestions et à nous dire, voilà. Voilà, voilà. Et je vous partagerai aussi les événements sur les sujets transition qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à vous inscrire. Et d'ailleurs, cet après-midi, avec Alain, on sera à l'Académie du climat pour un atelier d'automne. Donc, je pense qu'il y en a certains que je vois là qui seront présents. Voilà. Un grand merci à tous. Je vous propose peut-être juste de faire une petite photo souvenir. Je vais prendre une petite capture d'écran si ceux qui ont envie de mettre leur vidéo. Et puis, Et sinon, merci. Moi aussi, je vous dis merci hein, à la fois pour les questions, etc., votre présence, votre engagement. merci Alain.